Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine? Bonjour à tous et à toutes, bonjour Léna. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour partager cet épisode avec toi donc au mois de juin pour un sujet qui fait sens, mais on va le dire juste après. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites et de nous dire ce que tu as envie sur toi. Alors, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est vraiment très chouette, Charlène. Alors moi, je suis un pur bébé RH, on va dire. J'ai plus de 15 ans d'expérience sur des fonctions de responsable RH et DRH. Et il y a 2 ans, j'ai lancé mon activité, donc j'ai 3 casquettes aujourd'hui. Je suis DRH à temps partagé, donc j'interviens dans des petites structures. Je suis également coach formatrice, donc sur la thématique de l'engagement collaborateur. Et puis, j'ai cofondé un cabinet sur le job sharing, donc qui est un mode de travail qui est peu connu en France, mais qui permet de partager un poste à deux. Bon, je pense que tu as déjà un peu amorcé le sujet en parlant RH, on va parler donc du monde professionnel, certes. J'ai déjà reçu des personnes pour ces sujets-là et je mettrai les épisodes justement en lien pour aller compléter ou approfondir aussi notre échange aujourd'hui et notre épisode. Et on voulait commencer par le fait que, en fait, le deuil, c'est comme ça que moi je l'aborde ici, mais on l'aborde la plupart du temps sous le prisme du décès, sous la perte d'un être cher. Mais tu es plutôt d'accord avec moi pour dire que, en fait, le deuil, ce n'est pas que le décès. Et du coup, toi, en tant que DRH, je vais prendre cette casquette-là, ou en tout cas avec tes 3 casquettes, comment t'es venue peut-être l'idée ou l'envie d'aller aborder en fait ce sujet du deuil en entreprise, alors que c'est pas le truc le plus commun quand même de base? C'est vrai, c'est vrai, ça a attisé ma curiosité en fait, effectivement. Et quand on parle de deuil, en fait, souvent on y associe la mort entre guillemets, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Et moi, en tant qu'RH, j'ai géré tout un tas de situations avec des deuils dans différentes formes finalement. Parce que un deuil, c'est finalement un processus lié à une perte à la perte de quelque chose. Et donc ça peut être la perte de sens, ça peut être la perte d'un job, d'un emploi, ça peut être la perte effectivement d'une personne. Voilà. Mais disons qu'il y a plusieurs formes effectivement qu'on gère au quotidien. Moi, je l'ai touché du doigt dans différentes formats, on va dire, au quotidien. Et l'idée, c'était de pouvoir partager ça parce que c'est un sujet qui peut paraître un peu tabou. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. On en parle très peu en entreprise, et c'est un sujet qu'on met pas forcément en avant, notamment en tant qu'RH. C'est pas le sujet prioritaire, et pour autant, il est hyper important quand on parle d'engagement des salariés et quand on parle d'humain. Forcément, on va parler aussi de cycle de la vie, que ce soit physique ou cycle de vie professionnelle. Carrément. Moi, j'ai envie de te remercier de le mettre comme l'un des sujets prioritaires, justement, parce que oui, ça en fait partie. Tu disais justement la perte d'un job et peut-être dans le cadre d'une entreprise, on se dit que potentiellement un licenciement, c'est plus à nous de le gérer puisque la personne s'en va. On pourrait peut-être avoir cette vision-là. Et si je prends juste un instant le prisme d'une personne qui est en entreprise, quelles sont du coup les différentes formes de deuil, peut-être qui t'a été amené de partager, de voir, peut-être d'accompagner en tant que RH vraiment au sein de l'entreprise pour les collaborateurs et collaboratrices, qu'importe aussi leur statut, leur niveau de responsabilité d'ailleurs dans l'entreprise. Bah, alors le plus, on va dire, classique entre guillemets, c'est le deuil vraiment physique. C'est-à-dire que moi, j'ai malheureusement eu à gérer des décès dans l'entreprise de collaborateurs. Donc ça, c'est une situation qui est dramatique et qui est très complexe à gérer, que ce soit pour les collaborateurs qui restent ou pour l'accompagnement de la famille aussi. Donc ça, c'est on va dire, la 1re chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de deuil. Mais on a aussi des situations, alors je vais pas parler de
moins grave parce que tout est une question de façon dont on va vivre la situation. Et pour certains, c'est moins grave, pour d'autres, ça peut être très impactant. Mais le licenciement, c'est effectivement une situation qui peut être dramatique pour certains collaborateurs parce que voilà, on y associe du sens, on y associe une identité professionnelle. Et donc du coup, quand ça se termine, des fois pour le collaborateur, c'est extrêmement difficile de se relever en fait et d'accompagner cette transition. On peut aussi parler des situations d'accident de la vie, maladie, burn-out, tous ces sujets qui malheureusement aussi ont tendance à se développer depuis quelques années et qui nécessitent un accompagnement aussi euh, dans la courbe du deuil, hein, notamment pour accepter et pour pouvoir revenir à un état entre guillemets dit normal. Et puis il y a aussi tout à l'heure je parlais du décès, mais on peut avoir aussi à accompagner des collaborateurs qui sont malheureusement victimes de décès de proches, et notamment dans le cadre familial ou personnel. Et donc c'est comment est-ce qu'on accompagne aussi ces collaborateurs-là, parce que même si ça fait pas partie finalement des enjeux de l'entreprise, le collaborateur il vient avec son entièreté travailler. Il se scinde pas en deux, il est pas schizophrène et il laisse pas C'est vrai? toute sa personnalité chez lui. Donc voilà, on doit aussi quelque part nous en tant qu'RH accompagner ces situations qui sont quelquefois pas du tout liées au travail. Et on parle aussi de deuil dans le cas de départ à la retraite, par exemple, où certains collaborateurs, par exemple, moi j'ai eu à gérer des collaborateurs qui ont vécu une grosse partie de leur vie professionnelle dans la même entreprise et qui se retrouvent du jour au lendemain sans activité professionnelle, avec un vide très important dans leur vie. Et finalement, comment on accompagne ça aussi, parce que ça fait partie du cycle de la vie, mais qui n'est pas forcément toujours anticipé. C'est vrai que les actifs se disent ah mais il me tarde d'être à la retraite, il me tarde, etc. Et puis en fait, quand on est au pied du mur et qu'on se retrouve face à un départ et à une perte de collectif, à une perte d'utilité en fait, certains collaborateurs le vivent très mal. Donc c'est comment est-ce qu'on accompagne tout ça. Donc voilà, il peut y avoir différentes formes finalement du deuil dans l'entreprise. Et je rebondis sur ce que tu as dit, justement, l'aspect, un salarié, il est pas schizophrène. J'aime bien rappeler, moi, que, bah, en fait, derrière toute profession, quelle qu'elle soit, quel que soit le milieu, le niveau de responsabilité, comme je le disais avant, le grade dans l'entreprise, avant tout, on est des êtres humains. Et OK, on a une casquette pro, mais il y a une casquette humaine on peut parfois la dissimuler, on peut parfois la mettre à l'arrière-plan, mais elle est et elle sera toujours là. Un exemple qui est assez, poignant peut-être d'autant plus, c'est le cas des soignants où OK, ils vont soigner, OK, ils doivent être professionnels, mais à un moment, quand une personne nous touche, elle nous touche pas sous notre casquette professionnelle, elle nous touche dans notre cœur, dans notre âme, dans nos tripes, et ça, on l'a tous et toutes en commun, et on est tous et toutes des êtres humains. Donc merci de le rappeler, en fait. Pour moi, c'est le côté derrière n'importe quelle profession, derrière n'importe quel numéro d'immatriculation ou n'importe quel numéro de salarié, bah en fait, on est tous logés à la même enseigne et on est tous des êtres humains qui ressentons des émotions, parfois pas toujours les mêmes, parfois pas toujours au même moment, parfois pas avec la même intensité, mais en tout cas, on les ressent. Et justement, dans ce que tu amènes, tu parles d'accompagner. Tu as cité plusieurs fois ce mot depuis tout à l'heure. Et cet épisode, on l'a sorti volontairement donc suite à la semaine de la QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail qui avait lieu de la semaine du 16 au 20 juin. Pour rappel, c'est une semaine qui est organisée par l'ANACT. Alors, je reprends, je sais plus comment on dit, les lettres là. Du coup, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et cette année, ça avait pour thème, le côté dialoguer au travail. Et justement, je trouvais que ça faisait sens parce que le deuil est plutôt tabou. Donc, à l'inverse du dialogue, on n'en parle pas, on le passe sous silence, on fait soit un peu comme si de rien n'était, soit au contraire, on pose la question du ça va et on croise les doigts fort, fort, fort dans notre intérieur en disant pourvu qu'ils répondent oui, ça va, comme ça je continue mon chemin avec ma petite mallette et puis je vais dans mon bureau. Et justement, je trouvais ça intéressant de relier les deux. À mes yeux, le deuil est un sujet de QVCT. Quand on en a parlé ensemble, on semblait pareil avoir ce point commun. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, en quoi c'est un enjeu majeur de QVCT, la notion du deuil en entreprise? En fait, quand on parle de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, on parle de la vie et de la façon dont on incarne et dont on se sent en fait, au quotidien dans notre environnement professionnel. Et donc ignorer, ce sujet du deuil
dans toutes les formes qu'on a pu évoquer précédemment, c'est finalement prendre le risque de laisser des collaborateurs en souffrance, en fait. Parce que, comme tu dis, c'est tabou. On a envie de mettre un petit chapeau dessus en se disant ça n'existe pas, parce que c'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet qui humainement nous laisse des fois démunis et donc qui impacte aussi, alors à titre individuel effectivement les collaborateurs, mais plus globalement, ça peut aller jusqu'à impacter la performance globale de l'entreprise. Donc pour moi, intégrer ce sujet du deuil en entreprise dans une politique de QVCT, c'est aussi finalement prendre en compte l'individu et le collectif sous toutes ses formes et avec un levier finalement de performance dans l'entreprise. Et pour moi, le fait de le prendre en compte, c'est aussi de réduire les risques de désengagement et d'absentéisme finalement, et donc d'accroître la confiance et la reconnaissance des collaborateurs. Je retrouve exactement les mêmes termes que j'avais pu avoir avec, Christelle et Vita qui en parlaient par rapport à l'aidance. Justement, le fait de prendre en compte l'aidance et on avait fait un épisode sur ce sujet-là en disant que finalement, ben, l'aidance à mes yeux est aussi une forme de deuil et donc du coup de mettre les 2 en parallèle et je retrouve exactement les mêmes mots, ce qui me rassure. Ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement, un ADN, quelque chose qui se dégage pour montrer que, ben oui, en fait, le deuil, en fait, on le vivra tous. Et donc, c'est important de pouvoir le prendre en compte. Et je reviens à ce que je disais juste avant. Ben, en fait, derrière, on est tous des êtres humains. Et quand on arrive chaque matin au travail, on arrive aussi avec notre vie personnelle. On arrive avec ce qui s'est passé dans la matinée. Et si on s'est pris le chou avec notre partenaire de vie, bon, généralement, on arrive un petit peu plus tendu. Donc, forcément, si on a des difficultés personnelles, émotionnelles, quelque chose qui nous met dans une situation plus vulnérable, on risque peut-être d'arriver avec un grand sourire parce qu'il faut montrer un grand sourire et il faut mettre un masque, mais je suis pas sûre qu'à l'intérieur ce soit tout sourire. Et ça, c'est important justement à prendre en compte et peut-être pour essayer de d'aiguiller peut-être toi directement sur le terrain ou alors des suggestions que tu aurais. Quelle action concrète pour toi les RH, pour reprendre cette casquette que tu as, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour soutenir un collaborateur en situation de deuil et après, libre à toi, soit de me donner des exemples sur des deuils précis ou alors de manière globale et générale sur une situation de vulnérabilité. Mmh. Oui, alors déjà, ce que la première étape, je pense, c'est déjà de sensibiliser et d'accompagner les populations RH, et managériales sur ce sujet-là. Parce que qu'est-ce que c'est le deuil déjà? C'est vrai que c'est ce qu'on disait au départ, on n'a pas tous la même définition et la même, compréhension du sujet et pour moi, le deuil, c'est avant tout un processus d'adaptation. C'est ce que je disais tout à l'heure et j'essaye de reprendre justement les 5 étapes, qui ont été identifiées par, Elisabeth Kubler-Ross. Finalement, les 5 étapes du deuil, d'abord, il y a le choc avec le déni, donc on est plutôt en phase de dire: «Bon, bah, non, c'est pas possible, je j'accepte pas», donc une phase de sidération. Ensuite, il y a l'étape de la colère, l'injustice, en fait. Pourquoi? C'est pas juste, c'est pas normal et cetera, donc il y a de la frustration, il y a ouais, cette émotion qui est parfois agressive, en fait, envers les autres, mais aussi envers soi-même, souvent. Ensuite, il y a la phase de marchandage. OK, bon, si je fais ça, est-ce que les choses pourraient revenir potentiellement comme avant? Voilà, ce côté, j'ai envie de voir si je peux réparer quelque part, de négocier mentalement, en fait, pour atténuer la douleur. Et ensuite, il y a la phase de tristesse. Finalement, j'y arriverai jamais. Voilà, on baisse les bras. On est, dans cette phase de dire: «Ben, il y a rien à faire, quoi, quelque part». Et puis, ensuite, on a cette phase d'acceptation. OK, c'est arrivé, mais je dois apprendre à vivre avec, je dois passer à autre chose, en fait. Et là, on commence à intégrer justement et à reconstruire sa vie autour de cette nouvelle réalité quelque part. Donc c'est pas une courbe linéaire, hein. Souvent c'est voilà, on le visualise comme, une sinusoïde entre guillemets et déjà de pouvoir accompagner, toute l'organisation, que ce soit les équipes RH et managériales sur ce sujet-là, de dire: «Mais qu'est-ce que c'est finalement que le deuil?» Et c'est pas uniquement le décès, ça peut permettre déjà d'aborder le sujet de façon, un peu plus concrète. Si je donne des exemples un peu plus, pratico-pratiques sur, des solutions qu'on pourrait apporter, bien sûr, il y a, tout ce qui est flexibilité des horaires qui va en plus avec, on va dire, une tendance, hein, depuis, la crise Covid à être de plus en plus en agilité, en flexibilité, mais pour justement permettre aux collaborateurs
d'avoir ce retour progressif en fait. Parce qu'on sait bien que c'est ce que je viens de dire, c'est pas linéaire. On a besoin d'avoir de l'adaptation et de la flexibilité pour s'adapter à chacun, parce qu'on ne réagit pas du tout tous de la même façon, et donc il y a une personnalisation, une adaptation individuelle. L'accompagnement psychologique, il est inévitable. Moi, je sais que j'ai vécu des situations où il y a eu voilà, que ce soit de deuil, perte physique ou des situations psychiques compliquées. L'accompagnement psychologique, il est primordial. Donc, c'est soit effectivement mettre en place des dispositifs d'écoute à distance, travailler avec les médecins du travail, les psychologues du travail, accompagner avec des coachs, avec mettre en place des groupes de parole, par exemple, voilà, de pouvoir finalement accompagner psychologiquement ces sujets-là. La formation, bien évidemment. Et moi, dans tous les programmes et les parcours de formation de manager, je mets un module sur le sujet en fait de l'accompagnement de de tout ce qui est en fait risques psychosociaux, deuil, perte, difficultés psychologiques, etc. Parce que ça fait partie aussi finalement des missions du manager que d'accompagner sur ce sujet et qui n'est pas du tout inné en fait, hein, parce que on est très peu, enfin il y a très peu de personnes en entreprise qui ont une formation en psychologie ou en psychothérapie. Enfin voilà, on n'est pas non plus armé pour ça, donc c'est important de former, de sensibiliser et d'accompagner sur ces sujets-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi, on en avait parlé, je crois, quand on en avait échangé, mais sur tout ce qui est dispositif en fait de couverture santé, prévoyance, mutuelle. Et en tant qu'RH, moi, à chaque fois que j'ai pris un nouveau poste de DRH, j'ai fait un audit en fait des couvertures santé, que ce soit prévoyance ou mutuelle, pour voir comment est-ce que les collaborateurs étaient protégés sur ces sujets. À titre individuel, bien évidemment, ou collectif. Et en fait, sur notamment le sujet de la prévoyance, c'est un sujet finalement qui ne vient pas dans les priorités. D'ailleurs, quand on a des collaborateurs qui postulent, c'est assez rare d'avoir des questions sur quel est quelles sont vos garanties prévoyance ou en cas de difficultés psychologiques ou de santé ou même de deuil. Et en fait, ça fait partie des sujets pour moi centraux, parce que c'est quand on se retrouve face à des situations de difficultés, d'accidents ou de problématiques importantes humaines, qu'on est bien content d'avoir préparé ça, d'avoir anticipé et de pouvoir répondre favorablement, que ce soit pour le collaborateur ou pour la famille. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment plus développé, et même dans nos formations RH, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément d'accompagnement particulier sur le sujet. Donc ça, je trouve intéressant d'en parler aussi. Et puis, bien évidemment, après, c'est casser les tabous. On parlait de ce sujet tout à l'heure, comme quoi c'était quelque chose de tabou parce qu'on n'est pas outillé, armé, et puis effectivement la question du ça va, en se disant ouh là là, j'espère que il va pas me dire que ça va pas parce que je sais pas quoi lui répondre en fait. Donc c'est la culture effectivement de l'ouverture, de se dire ok, on a de plus en plus de possibilités d'échange. Moi, par exemple, je me suis formée aussi en tant que sauveteur secouriste en santé mentale. Ce type de formation va ouvrir, non pas uniquement au niveau RH et manager, mais pour tous les collaborateurs, pour se dire comment est-ce qu'on déstigmatise aussi ces sujets pour mieux les accompagner, pour qu'il y ait une liberté d'expression et qu'on puisse prévenir et pas être dans le curatif, mais être vraiment dans la prévention et d'anticiper des situations telles que celle-ci, en fait. Merci beaucoup pour tes réponses. Je trouve ça très riche. En fait, on voit à travers, je trouve, les différents éléments que tu amènes, la manière de vouloir faire une place au deuil pour qu'il soit discuté. Justement, le thème de cette année de la QVST, c'était dialoguer au travail, pour qu'il soit discuté. Et donc, si je reprends, oui, le côté sensibilisation, il est hyper important. Et ce que tu dis, je trouve, pour l'entreprise, on peut le retrouver aussi au niveau individuel. Donc là, en tant que particulier, au niveau familial, au niveau systémique de manière plus sociétale, en fait. Parce que ces conseils, à mes yeux, et tu me diras si tu es d'accord, mais ils sont les mêmes. Après, ils se mettent en place de telle ou telle manière dans une entreprise, dans telle ou telle entreprise d'ailleurs, dans une famille, dans une société, dans une mairie, par exemple. Mais en soi,
les conseils, en réalité, ils sont les mêmes. Et justement, ce côté de sensibilisation, de dire ce qu'est le processus de deuil, je rebondis sur ce que tu disais, où tu disais on n'est pas forcément, c'est pas inné, par exemple en tant que manager. Et moi, je dis souvent, il suffit qu'un manager, on ne sait pas sa vision de la mort, on la connaît pas. Si c'est un manager pour qui la vision de la mort est peut-être acceptée, tolérée, il peut en parler facilement, j'ai envie de dire jackpot pour les collaborateurs et collaboratrices de cette équipe parce que ça risque d'être plus fluide à en parler. Ça ne veut pas dire que le deuil est plus simple, mais en tout cas, la discussion, l'échange risque d'être plus fluide et les adaptations pourront peut-être l'être aussi en conséquence. Si c'est une personne, pour des raisons qui lui sont tout à fait légitimes, ou de par son parcours, son éducation, peut-être des deuils lui-même difficiles, lui-même il ou elle, qu'importe cette personne, ce manager, et ben au contraire, ça risque peut-être d'être plus difficile parce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire front, quelque chose qui va être tabou, ou ça va être beaucoup plus imperméable, justement plutôt que perméable, où on va pouvoir créer en fait des liens. Et donc ça aussi, c'est hyper important et intéressant de pouvoir aller former, je reprends un terme que tu disais, pour que justement, en fait, les managers puissent être outillés. C'est pas qu'on veut pas faire, c'est qu'on sait pas faire. Et qu'on sait pas faire, on peut apprendre à faire. Donc c'est bien, je veux dire, en soi, je trouve que des pistes d'évolution, justement, il y en a plein. Il y a peut-être un point, je pense que dans un sens, il était compris dans tes autres points, et tu me diras si c'était le cas, qui, moi, me semble important. On parlait notamment du ça va, ou du fait de discuter, d'échanger. Je parle notamment de nos habitudes d'écoute. On se rend pas compte parfois que les habitudes d'écoute dans le sens de l'empathie. Développer l'empathie. Et d'ailleurs, si moi, imaginons Léna, je te demande, bah voilà, est-ce que tu peux m'écouter? Tu as le droit de me dire non. Mais c'est important que si tu me dis oui, par exemple, de m'écouter sur une situation, ça veut pas dire que je vais te parler pendant 1 heure, parce qu'il y a un moment, tu vas fatiguer aussi et c'est normal, mais de ne pas être jugé, de ne pas ramener à soi. Ah bah oui, bah moi aussi, j'ai perdu un tel. J'entends, et si tu veux, on peut en parler dans un deuxième temps, mais peut-être que moi, là, ce dont j'ai besoin, ce serait de te parler d'une de mes difficultés, d'une de mes vulnérabilités. C'est de pas dramatiser non plus. Oh là là, mais c'est vraiment horrible ce qui t'arrive. Ou à l'inverse, de minimiser. Ouais, bah ça va, il y a pire. Bon, là, je donne des exemples un petit peu stéréotypes, mais ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément sensibilisé, qu'on nous a pas appris à l'école, disons-le. On nous a pas forcément appris réellement à vivre ensemble à l'école. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi du vivre ensemble. Chacun le découvre à son petit niveau au fur et à mesure en faisant aussi des erreurs. Mais à mon sens, cette notion que je pourrais mettre sous l'angle de la communication, en fait, du dialogue, justement, pour reprendre le thème de cette année, permettrait aussi de savoir si je dialogue avec toi, je peux savoir peut-être que toi, Léna, si demain tu vis une difficulté, tu vis un deuil, tu vis une vulnérabilité, tu as peut-être plutôt envie de le vivre comme ça ou comme ça. Tu as peut-être envie que je te pose la question à la machine à café de savoir comment tu vas. Ou à l'inverse, peut-être que t'as pas du tout envie et que c'est mieux si je t'envoie un petit texto. Mais pour ça, il faut qu'on en ait parlé, il faut que je le sache, donc il faut qu'on ait communiqué. Est-ce que c'est un point qui était peut-être compris dans l'un de tes points, même si tu l'as pas forcément développé? Est-ce que c'est un point de vue que tu partages avec moi? Oui, oui, tout à fait. Et tu vois, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, enfin, c'est tout à fait vrai et c'est central. Enfin, moi, je me suis certifiée à l'intelligence émotionnelle. Tu vois, c'est un sujet qui me tient à cœur et aujourd'hui, je forme beaucoup en entreprise sur cette thématique de l'intelligence émotionnelle et du quotient émotionnel parce que ça fait partie pour moi des compétences clés en fait d'une organisation performante et durable. Et donc, quand on dit intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que tu as la partie effectivement, comment est-ce que je ressens mes émotions, comment je les identifie, comment est-ce que j'accueille et que je comprends aussi les émotions de mon interlocuteur, et comment est-ce que finalement je communique avec tout ça et comment je prends des décisions et j'agis. Et c'est vrai que on est dans une culture française où on n'a pas appris ça en fait. L'intelligence émotionnelle, c'est un peu nouveau. C'est nous, on est basé. Enfin, moi, je vois historiquement, même encore, j'ai des enfants à l'école. On va dire la base de référence, c'est le QI quelque part. Tu vois, c'est à travers quotient intellectuel on va évaluer les gens. Alors qu'en fait, le quotient émotionnel, pour moi, c'est vraiment grâce à ça qu'on va créer l'interaction, c'est grâce à ça qu'on va créer la connexion avec l'autre et justement pour pouvoir se mettre en écoute entière et totale de l'autre parce que on enlève ces transpositions, on va enlever nos biais en fait,
Tu vois, je travaille beaucoup sur les biais cognitifs aussi. En fait, on a forcément des lunettes de soleil, j'aime bien dire ça quand on parle de biais cognitifs, mais qui nous sont propres à travers notre expérience, notre passé, notre histoire, etc. Et donc, on voit les choses de façon différente et souvent, on va rapporter à soi en disant bah ok alors parce que notre mécanisme cérébral et cognitif va faire qu'il va faire des raccourcis pour voir comment ça s'impacte sur notre propre expérience. Et donc quand on est dans un schéma comme ça, où un interlocuteur va nous demander d'être en empathie, en écoute totale et neutre, on a du mal en fait. On a du mal parce que ça fait pas partie de notre culture. Alors que d'autres pays anglo-saxons, notamment plus nordiques, ont développé ces compétences-là beaucoup plus que nous. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et là-dessus, il y a un énorme travail d'accompagnement aussi, de formation, parce que c'est changer nos paradigmes, c'est changer aussi notre façon d'évaluer, de reconnaître l'individu, non pas par rapport à ses résultats concrets, mais à sa capacité à rentrer en connexion avec l'autre en fait. J'interromps brièvement cet épisode pour te parler d'un projet que je mène en cette année 2025 qui s'appelle la fresque du deuil. C'est un outil de sensibilisation et d'éducation au deuil qui a été pensé pour mieux comprendre les enjeux et les différentes dimensions du deuil. Peut-être que tu connais, c'est inspiré de la pédagogie des fresques, comme la fresque du climat, et cet atelier collaboratif propose de réfléchir ensemble aux conséquences de cette expérience universelle qui fait de nous des mortels, prendre conscience des besoins des endeuillés et mieux se repérer quant au décès qui se produit dans nos vies. Mon intention est triple, je te mets tous les liens en description si tu souhaites la découvrir à partir du mois de septembre ou sur d'autres dates, ou si même tu souhaiterais faire valoir cette expérience et cet atelier au sein de ton entreprise ou au sein de ton établissement ou de ton organisation. Exactement. Et justement, donc tu parles de l'intelligence émotionnelle qui est sur plusieurs piliers. Il y en a 7 au total, tu me corriges, mais pareil, je vais les lire pour être sûre de pas m'en mêler les pinceaux et pour pas dire de bêtises. La conscience émotionnelle, l'empathie, justement, j'en parlais, la communication, la souplesse, la capacité à coopérer et à collaborer, la gestion des conflits et la confiance. Comment toi, toujours en lien avec le deuil, encore une fois, au sens large de cette notion de perte et de changement, comment tu l'intègres, cet aspect d'intelligence émotionnelle et de santé mentale pour rallier aussi un petit peu ce que tu disais tout à l'heure au cœur des stratégies RH, comme justement c'est pas le paradigme actuel, j'imagine qu'il doit y avoir des freins, que tu as dû prendre des murs ou un petit peu des panneaux stop ou des panneaux de déviation. Comment justement tu cherches à l'intégrer? Est-ce que c'est plutôt dans le cadre de séminaires, de formations? Comment ça se passe un petit peu justement pour aller développer ces compétences? Je dirais peut-être même avant de développer, permettre aux collaborateurs et donc aux humains qui sont derrière de prendre conscience de cet aspect-là pour ensuite les développer et ensuite les intégrer de manière plus automatique en fait. Mm. Je vais parler avec différentes casquettes. Donc, si je prends ma casquette RH, moi, c'est vrai que je trouve que c'est primordial de sensibiliser, de former, que ce soit les équipes RH, à minima les managers sur ce sujet-là. Je parlais, tu vois, des parcours de formation des managers notamment, des plans de progression. Pour moi, c'est un module qui est indispensable. C'est-à-dire que ça doit faire partie des compétences clés du manager et donc c'est-à-dire déjà de leur faire passer le quotient émotionnel et de les former sur ce que c'est, comment ça se concrétise, à quoi ça sert, quels sont les impacts, etc. pour eux et aussi pour l'impact sur leurs équipes. Donc il y a cette partie-là et sur la partie on va dire équipe RH, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on est au quotidien, on accompagne des managers, des collaborateurs sur le sujet et même demain, je me dis, dans nos formations RH, il faudrait qu'on ait un module là-dessus parce que on se doit d'être justement en posture neutre et de pouvoir développer ces compétences-là pour être le plus accompagnant possible, en fait, professionnellement parlant. Donc il y a cette partie effectivement en tant qu'RH où pour moi, ça passe par, tu vois, par exemple, là, j'avais organisé des formations pour manager et équipe RH, mais aussi des sensibilisations pour l'ensemble des collaborateurs dans le cadre de semaines à thème, par exemple, de la QVCT, j'avais fait sur l'intelligence émotionnelle, justement pour que les collaborateurs ils puissent déjà comprendre ce que c'est, parce qu'on parle de choses, des fois ça parle pas en fait, hein, on sait pas forcément C'est ce que du c'est. charabia.
Exactement, donc ça peut être en plus très abstrait. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des témoignages ou en tout cas, voilà, une première, comment dire, un premier abord, on va dire, sur le sujet. Et puis après, moi, je fais beaucoup d'accompagnement individuel et collectif. Alors là, je prends ma casquette plutôt de coach formatrice. Dans mes coachings, par exemple, de manager ou de dirigeant, j'accompagne énormément sur ce sujet-là, parce qu'en fait, je me rends compte que plus on va grimper dans la hiérarchie, plus c'est un sujet aussi qui peut être important pour soi, parce qu'on a des responsabilités qui augmentent, mais aussi pour gérer ses propres collaborateurs. Et quand on parle de deuil notamment, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos propres collaborateurs en tant que manager dans des situations de ce type-là, sans être forcément, sans avoir une personnalité, parce que chacun a une personnalité plus ou moins avec des appétences, on va dire déjà naturelles. Mais ça s'apprend en fait, c'est pas immuable. C'est-à-dire que la différence du quotient émotionnel et du quotient intellectuel, c'est que le quotient émotionnel, il peut varier toute la vie. Et du coup, quand on dit il peut varier, il peut évoluer et on peut s'améliorer en fait. Et ça, c'est super, c'est une magnifique opportunité parce qu'on sait que du coup, si on a envie de grandir, si on a envie de développer ces compétences-là, on peut le faire. Voilà, il suffit effectivement de mettre en place des plans d'action, de pouvoir se remettre en question aussi. Mais c'est possible. Et donc pareil au niveau collectif, c'est-à-dire que moi j'ai eu à gérer par exemple, à accompagner une équipe, voilà qui avait, subi une grosse réorganisation avec, comment dire? Une diminution des effectifs. Donc pour moi, c'est typiquement ce type de sujet de courbe du deuil, hein, parce que, voilà, c'est perdre une partie de ses collègues, c'est aussi, remettre en question l'organisation, changer, quelquefois le business model et cetera. Et j'avais accompagné, donc cette équipe-là pour justement retrouver du sens et se dire: «Bon, OK, on ne reviendra pas sur ce qui a été, en fait». Parce qu'on a toujours dans l'entreprise des personnes qui disent: «Ah ouais, mais c'était mieux avant. Ah oui, mais j'aimerais bien que ça soit comme avant» et cetera. Et en fait, le avant, il faut faire une croix dessus parce qu'on ne se retrouvera plus jamais dans les mêmes conditions exactement avec les mêmes personnes. Enfin voilà, ce qui a été ne peut plus être en fait dans l'avenir. Par contre, c'est comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose ensemble et qu'on se redonne du sens collectivement et une motivation et pour voilà, pour construire et se mettre dans une dynamique, de déploiement et de développement. Et donc cette notion d'intelligence émotionnelle, elle est centrale quand on travaille sur ces sujets-là, d'accompagnement au changement notamment. Ça fait partie, voilà, du processus naturel, de deuil, en fait, pour justement, passer à autre chose et pour pouvoir accepter, la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ça, c'est comment faire autrement, comment se réinventer, comment faire différemment. Comme tu disais, avant, ça n'existe plus et je pense même que alors bon, là, c'est mon côté, un peu taquin, mais qui va pousser le truc jusqu'au bout. Chaque journée est différente. On a beau s'asseoir au même poste de travail avec les mêmes personnes à côté de soi, à la même heure, prendre le même café, à la même machine à café. Et chaque journée est différente et certes, elle est fortement similaire à celle d'hier parce qu'il y a des critères, des conditions qui sont les mêmes, l'environnement qui est le même, mais pour le coup, tout est à la fois première et dernière fois. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Alors là, on est beaucoup plus sur un regard philosophique, hein, c'est pour ça que je dis, je tire le trait volontairement parce que c'est moi, mon état d'esprit et que je pense que ça peut être parfois un déblocage ou qui peut en tout cas amener d'autres prises de conscience ou du moins d'autres réflexions. Et justement, dans tout ce que tu amènes, il y a cet aspect vraiment de formation, de sensibilisation, de transmission même, je dirais, de transmission de compétences, de développer certaines compétences, parce que comme tu le disais, le quotient émotionnel, ben, c'est comme un muscle, hein, d'une certaine manière, on peut le muscler et on peut le développer. Pour ça, il faut de l'entraînement, il faut de l'exercice. Et au début, quand vous vous remettez à faire un sport, bah, c'est pas facile. Et après quelques cours d'entraînement, ça va mieux. Et après une dizaine ou une centaine, bon, on y va tout chousse, quoi. Donc, bah, c'est finalement un petit peu la même chose. Donc on a vu les impacts positifs pardon, que peuvent avoir justement la prise en compte du deuil, de l'intelligence émotionnelle dans le cadre d'une entreprise notamment. Est-ce que à l'inverse, même si j'imagine qu'on pourrait dire bah tu prends l'inverse et ça va de soi, quels sont peut-être les risques
peut-être pas les impacts, mais vraiment même notamment les risques pour l'entreprise de ne pas considérer ces sujets déjà de manière globale, mais en plus de ça, dans ces stratégies de QVCT qui, me semble-t-il, semblent quand même être à l'heure, voilà, au menu, quoi. En ce moment, notamment dans les années passées depuis le Covid, tu le citais tout à l'heure, enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de changements, il y a eu pas mal de transitions, pas mal d'évolutions, et à mes yeux, ça fait quand même partie des sujets qui sont importants, tous ces sujets-là, hein. Je mets vraiment tous les sujets qu'on a échangés, pas que le sujet du deuil, mais tous les sujets qui peuvent y être associés. C'est quoi le risque pour toi si on les prend pas en compte? Je sais que tu parlais de performance juste avant. Est-ce que pour toi, ça en fait partie notamment? Oui, le premier risque qui me vient à l'esprit, c'est comment dire, le manque de collaboration, la création de silos, de fractures entre les collaborateurs. Le manque de dialogue, tu vois, tu parlais de dialogue tout à l'heure. En fait, c'est ça le risque, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu vas créer finalement des personnes qui vont pas se parler. Parce que quand une personne va vivre une situation de deuil et qu'elle ne sera ni accompagnée, ni écoutée, ni entendue, elle va se replier sur soi, elle va sortir du collectif et du coup, elle va s'isoler en fait. Et donc, ça va créer, voilà, l'isolement en fait, finalement individuel voire collectif. Et donc, à l'inverse de la collaboration et de la cohésion d'équipe. Ça, c'est la première chose qui me vient parce que quand on est justement sur un recentrage sur soi et avec une non prise en compte de l'autre personne en face, bah, du coup, ça crée vraiment des fractures. Et donc, bah, individuellement, tu vas créer aussi d'augmentation du stress, tu vas, par effet induit, augmentation potentiellement de l'absentéisme, parce que des personnes qui sont isolées, qui se sentent pas bien, bah, du coup, vont être mal et donc en santé mentale ou physique dégradée, et donc vont être absentes, voire du turnover en fait, puisque elles ne vont plus se sentir en adéquation avec les valeurs, avec le collectif. Et du coup, tout ça fait effectivement un effet rebond sur la productivité, la performance de l'entreprise. Et aussi, si on va jusqu'au bout du bout, en termes d'attractivité, ça va aussi nuire à l'attractivité de l'entreprise. Donc finalement, en ne prenant pas en compte ces sujets-là, qui peuvent être perçus comme bonus, entre guillemets, ben pour moi, on nuit vraiment à la pérennité de l'entreprise, en fait, que ce soit individuel ou collectif. J'aime beaucoup cette idée de bonus. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens encore aujourd'hui ou quand parfois je contacte certaines personnes, on me dit: «Mais bah, c'est pas voilà, on a d'autres choses, à faire» et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, le côté prévenir. Et oui, OK, vous avez d'autres choses à faire et je l'entends, OK, très bien. Mais voilà, c'est souvent un sujet qui est mis de côté, qui est mis en bonus comme tu l'as dit. Je trouve ça assez symbolique et en même temps très, très fort. Mais jusqu'au jour où en fait le bonus devient le sujet à part entière et que parfois on n'a plus ni les moyens, ni le temps, ni l'énergie pour pouvoir traiter ces sujets. Et justement, d'où le côté mieux vaut prévenir que guérir. Je reprends un exemple que Christelle Evita avait donné en disant on n'attend pas qu'il y ait un incendie pour faire des tests d'alarme incendie. Bah, sinon, on aurait tous cramé, quoi. Ce serait un petit peu dommage. Non, on fait des tests et on se dit bon, bah, tant mieux, tant qu'il n'y a pas d'incendie, c'est super. Mais au cas où, on est prêt. Et pourtant, avec plein d'autres sujets, on préfère se dire ouais, ben on verra au moment donné. Bah, c'est triste et je trouve ça assez même ambivalent et ironique même dans un sens de voir comment l'être humain, parce que là c'est pas que les managers, c'est le fonctionnement aussi de l'être humain, de dire le truc il est sous notre nez, mais non on préfère se dire bon non 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 ça va aller, comme si on vivait dans un monde idéal. C'est un peu notre côté surpuissant aussi, hein, l'illusion de notre surpuissance, notre toute puissance et de notre contrôle de tout. Et finalement, ben, dans la manière dont je l'entends à travers tes mots, si je pousse le trait, ça peut aller vers une certaine forme de déclin de l'entreprise. Tu parlais d'attractivité, ça aussi, ça me semble assez important parce que justement, si on échange avec quelqu'un et que cette personne nous dit, ben, tu sais, moi, dans mon entreprise, quand j'ai perdu quelqu'un ou quand j'ai vécu, par exemple, un burn-out ou quand j'ai été en maladie ou quand X, Y, Z selon la situation de cette personne, bah, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mon manager et puis en plus de ça, bah, c'est vrai qu'on avait déjà été formés en amont. Il y avait ce côté mieux vaut prévenir que guérir. Et du coup, ben, mes collègues, ils m'ont entendu, ils m'ont écouté, puis ils savaient que ben, moi, je suis plutôt pudique là-dessus. Donc, j'avais pas trop envie d'en parler. Mais par contre, moi, je savais que si je devais faire la démarche, je savais vers qui je pouvais aller. Bah, c'est quand même beaucoup plus vendeur.
disons les termes tels qu'ils sont, hein, pour une entreprise, que l'aspect, non, j'ai pas du tout été, soutenue. Au contraire, j'ai été, du coup, au fur et à mesure, je me suis coupée, j'ai été isolée. Bon, clairement, alors à titre perso, mais je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, bon, c'est pas trop l'entreprise vers laquelle moi j'aurais envie d'aller et vers laquelle je me dirigerai. Donc c'est aussi en termes de fidélisation justement des collaborateurs ou en termes d'attractivité, c'est des points qui sont importants. Donc encore une fois, si je pousse le trait, pour moi, il y a vraiment un aspect, et là, je ne veux vexer aucune personne endeuillée ou aucune personne en situation de vulnérabilité, et je m'adresse vraiment aux managers, aux RH, aux chefs d'entreprise. Il y a une question de business réelle à mes yeux. Je te vois hocher de la tête. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec moi, cet aspect-là, sans vouloir blesser quiconque? Vraiment, c'est important. Mais quand je dis business, il n'y a pas de mauvais sens derrière. C'est que finalement, on peut être gagnant, et quand je dis on, c'est la société, à tous les niveaux, en fait, vraiment de manière à 360 degrés. Oui et en fait, souvent on associe, un gros mot à business qui peut paraître antinomique avec, bienveillance ou, humanité. Alors qu'en fait, quand une entreprise va bien, que les collaborateurs sont contents de venir bosser, qu'ils sont bien dans leur travail, qu'ils y trouvent du sens, de la reconnaissance, que ça leur apporte aussi de la santé, mentale et physique. Ça leur permet de vivre, de s'épanouir. Donc il y a un côté vertueux qui est nécessaire en fait. Donc pour moi, ça c'est comment dire, tout est lié, c'est-à-dire qu'effectivement la performance et la rentabilité d'une entreprise, elle n'est liée qu'au fait que les collaborateurs soient bien, soient à la bonne place, se sentent reconnus et compétents dans leur poste et du coup apportent de la valeur. Et donc effectivement, il faut sortir un peu aussi de ces, des fois on a, un peu des stéréotypes, ou des antinomies justement entre, rentabilité et bien-être, alors que non. Pour moi, c'est fondamentalement lié et tu vois, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet parce que quand j'ai fait mes études, j'avais, commencé par réfléchir, pour faire une thèse sur le bien-être des collaborateurs et le lien avec la performance de l'entreprise. Donc c'est pas nouveau et je suis fondamentalement persuadée que, à partir du moment où un collaborateur est bien dans son job, que voilà, qu'il apporte, qui il est, qu'il se sent, aligné avec qui il est, forcément ça va créer de la valeur et de la pérennité et c'est voilà le cercle, vertueux parce qu'il va pouvoir revenir alors que quand, on a un collaborateur qui est dans une entreprise qui est en difficulté financière, qui, lui-même n'est pas à sa place et qui va créer voilà ce cercle vicieux pour le coup, du coup ça crée du déficit et puis, de la perte et puis on se retrouve avec des gens qui sont, isolés, sans emploi, sans sens, et en santé, mentale et physique dégradée quoi. Donc oui, je pense que c'est important de remettre les choses quand même au centre et de se dire que, le côté humain n'est pas antinomique avec le côté performance. Exactement, et puis justement ça permet, tu as cité le mot stéréotype, ça me fait un lien avec un sujet qu'on avait échangé ensemble, et aussi avec les sujets qu'on échange depuis tout à l'heure. C'est que parfois, donc là on parle sous l'aspect, les collaborateurs ou l'équipe ou les managers ne vont pas entendre ou ne vont pas écouter, ne vont pas être disponibles pour écouter le vécu du collaborateur ou de la collaboratrice endeuillée. Mais parfois, il y a aussi la personne elle-même. C'est-à-dire que moi, étant dans une entreprise, je vais moi-même minimiser mon vécu. Je parlais des habitudes d'écoute tout à l'heure. Bon, celles-là, ce seraient des habitudes de comportement, de dire, c'est pas si grave. C'est vrai que, il y a plus grave dans la vie. Il y a aussi un réel enjeu. Et là, on n'est plus sur un aspect de santé mentale à mes yeux. Et je pense que c'est quelque chose que tu partages avec moi. Il y a un réel enjeu de dire, si finalement les managers, les équipes, les collaborateurs, collaboratrices sont sensibilisés et ou sont formés, et du coup, quand on entend une personne, un collaborateur, collaboratrice en situation de vulnérabilité, avoir justement rendre son vécu illégitime, diminuer, minimiser son vécu, de pouvoir retrouver une neutralité. C'est-à-dire ne pas aller dans l'autre sens, ne pas aller à dramatiser le vécu, mais juste retrouver le fait que, en fait, c'est ton vécu et que oui, ça a le droit de t'impacter. Peut-être que ça impacterait Pierre-Paul Jacques d'une autre manière, mais si même ça impactait Pierre-Paul Jacques d'une autre manière, le vécu de Pierre-Paul Jacques comme le tien, les 4 vécus sont légitimes. Et justement, là, on est plus sur un regard peut-être de santé mentale. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous partager sur
qu'est-ce que peuvent faire au-delà peut-être de la sensibilisation et de la formation? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent que les RH peuvent mettre en place ou avoir à l'esprit pour justement aussi éviter que la personne elle-même se minimise en fait et se diminue et rende son vécu illégitime? Oui, et tu vois, on parlait tout à l'heure de faire évoluer un peu les mentalités et les façons d'agir. La culture du feedback, par exemple, elle est pas très développée en France, je trouve. En tout cas, on a tendance à faire des feedbacks d'amélioration. Parce qu'on aime bien dire, oui, c'est bien, mais par contre, tu pourrais peut-être faire mieux. Voilà, on a cette culture-là. Et en fait, moi, je vois, je fais beaucoup de veille sur les pratiques managériales et RH dans d'autres pays, et notamment sur ces sujets de santé mentale. La culture du feedback, mais globalement, c'est-à-dire que ce soit du positif aussi, ça devrait être beaucoup plus développé en fait en France. Ça permettrait d'ouvrir le fameux dialogue et la parole. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sortir un peu du jugement, parce qu'on est aussi beaucoup dans le jugement quand même, et donc de se dire, on peut se dire les choses pour effectivement mieux se comprendre, parce que on a des filtres, parce que des fois, on a des façons de percevoir la vie qui sont différentes, et donc il y a des incompréhensions en fait dans les situations, que ce soit en termes de communication ou de comportement. Et donc, cette culture feedback, elle doit, à mon avis, enfin à mon sens, je pense qu'on devrait beaucoup plus la développer. Ça commence à venir, hein, on commence à avoir cette culture du feedback 180, 360, voilà, pour avoir aussi des retours non pas uniquement descendants de son hiérarchique, mais aussi pouvoir avoir des retours plus équilibrés et plus équitables entre guillemets. Et notamment, ça permet d'ouvrir plus de dialogue, parce que on se sent plus libre de pouvoir exprimer des choses qui peuvent paraître peut-être un peu tabou. Donc il y a ce sujet qui, je pense, pourrait voilà être amélioré, en tout cas ouvrir à des perspectives un peu différentes. Tout à l'heure, effectivement, je parlais moi, je suis partisane aussi de dire qu'on doit en fait s'entourer d'experts, de professionnels. On a aussi la chance en France d'avoir un écosystème qui est aidant pour les collaborateurs, mine de rien, avec médecins du travail, avec voilà les psychologues, avec d'autres des organismes en fait extérieurs qui peuvent nous aider, des cabinets, des experts en fait. Donc je pense qu'il faut pas rester non plus dans l'isolement de la vision d'une situation, et et quelquefois, on a tendance, enfin moi je vois quand j'étais salariée DRH, on est tellement dans la machine à laver avec notre propre prisme, que des fois on a du mal à faire ce pas de côté et aller voir ce qui se passe ailleurs, et de se dire de se challenger, de se benchmarker sur nos pratiques. Et donc c'est aussi ça, hein, c'est de pouvoir faire ce temps, de se mettre un peu en métaposition, de se dire ok, bon bah là on a l'habitude de faire comme ça, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Alors peut-être que c'est continuer à faire des choses qu'on fait très bien, mais aussi potentiellement d'améliorer certaines choses. Moi, par exemple, je te parlais de ma troisième casquette où j'ai cofondé un cabinet qui est spécialisé dans le job sharing. Par exemple, moi, j'ai réfléchi, ça fait plusieurs années que je réfléchis à comment est-ce que on peut travailler autrement, mais mieux. Mieux, c'est-à-dire être plus aligné, avoir des collaborateurs qui sont plus investis, avoir un meilleur équilibre aussi de vie, et puis tout en répondant aux exigences et aux besoins et aux attentes de l'entreprise. Et donc des modes de travail comme le job sharing, par exemple, qui est de partager un poste à deux, ça peut être des solutions. C'est-à-dire que là, par exemple, on a interviewé plusieurs personnes qui nous partageaient leur expérience. Quand tu partages un poste à deux, en termes de charge mentale, de pression, de dialogue, en fait, de confiance, tu crées finalement des cocons, des cellules de confidentialité qui sont très puissants et qui permettent de lutter contre l'isolement, qui permettent de lutter justement contre le fait de s'enfermer dans quelque chose et de ne pas oser parler de certains sujets, voilà, de permettre de relativiser aussi, parce que des fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se fait un monde en fait, on rentre dans nos propres turpitudes, on s'auto-convainc de certaines choses, parce que on parlait des biais cognitifs, on a
le biais de confirmation qui vient nous confirmer nos croyances. Et le fait d'ouvrir alors avec ce type de mode de travail, mais aussi moi, tu vois, par exemple, j'ai mis en place du co-développement depuis des années, moi, dans les entreprises dans lesquelles je suis intervenue en tant qu'RH, pour créer des espaces de dialogue, pour créer aussi des lieux de confidentialité où on peut partager des choses, où on peut parler de façon neutre, sans jugement, de pouvoir mettre sur la table, parce qu'on sait très bien que psychologiquement aussi ça fait du bien, de pouvoir décharger aussi émotionnellement les choses, et aussi de relativiser, parce que finalement on se dit, finalement, quand on partage avec des fois des tiers, ah bah finalement oui, en fait, finalement, c'est pas si grave que ça. Ou alors, ah bah, je suis pas tout seul. Ah bah, je trouve un soutien. Eh ben, j'échange. Ah bah, ça me permet de trouver des solutions un peu différentes, etc. Donc, le collectif, pour moi, il est central. Et effectivement, il y a toute cette partie accompagnement individuel, mais créer des espaces de collectif et de non-jugement, et de pouvoir. Et c'est pour ça aussi, moi, que les sujets de diversité et inclusion sont centraux pour moi aussi, et j'y apporte beaucoup d'importance dans mes politiques RH, parce que on est tous différents, et la richesse de la différence fait que bah, on va être beaucoup plus performant dans les solutions à apporter, que ce soit individuellement ou collectivement. Et ça va nous permettre justement de créer beaucoup plus de liens, beaucoup plus de cohérence et de synergie. Donc il y a plein de choses à faire, effectivement. C'est juste qu'il faut, enfin, pour moi, il faut en parler, en fait. Il faut être authentique. Moi, j'ai une valeur forte qui est importante pour moi, c'est l'authenticité, d'être soi, et de ne pas avoir honte d'être qui on est, en fait, et de s'accepter les uns les autres. Et plus on va s'accepter, plus on va être dans un schéma de tolérance et d'acceptation, et plus on va créer de la richesse, en fait. Mmh. Enfin, moi, il y a un mot qui me vient, tu disais lien, tu disais authenticité, tu disais cohérence, je rajouterais même cohésion, je pense. Les autres, finalement, le fait de vivre ensemble, pour moi, il y a cet aspect de ensemble, on va plus loin, tu vois, dans ta réponse, dans ces aspects justement de soutien. C'est que finalement, ben, parfois c'est toi qui vas venir me soutenir et parfois c'est moi qui viendrai te soutenir. Et parfois, on va être toutes les deux dans une difficulté et c'est une troisième personne qui viendra nous soutenir. Et c'est ce qui fait que, ben, ensemble, brique après brique, ben, on peut construire ce vivre ensemble, ces qualités de vie et ces conditions de travail, pour revenir sur cet aspect de QVCT qui est plus favorable. Et je voulais saisir justement un peu l'opportunité. Tu parlais de cet écosystème, tu parlais de s'entourer aussi, de sortir un petit peu de ses propres lunettes et de dire ok, bon, bah, ça c'est mon fonctionnement aujourd'hui, j'essaye de développer une métaposition. Est-ce qu'il y a des ressources que tu as envie de partager, que ce soit des personnes, des sites, des podcasts, des livres, enfin je sais pas, les choses qui pourraient te venir, ou la liste que peut-être tu nous as préparée, pour justement recommander aux RH, aux managers, ou peut-être même aux collaborateurs et aux collaboratrices, pour mieux appréhender en fait ces enjeux de deuil, de changement, de perte, de vulnérabilité, pour englober un petit peu les différents sujets dont on a parlé, que ce soit le décès d'un collaborateur, le décès d'un proche d'un collaborateur, une maladie, un licenciement, même si on l'a pas totalement abordé, mais ça en fait partie aussi, un départ à la retraite, un burn-out, et 3 petits points, et chacun pouvant compléter aussi avec sa propre situation. Mmh. Oui, en fait, j'ai envie déjà, la première ressource pour moi, qui, qui est centrale, c'est, tu disais, de s'entourer. Oui, je pense que ce soit au niveau RH, managérial, ou même dans son propre métier, de faire partie de collectifs, en fait, de pairs, en fait. Et ça, je trouve que c'est primordial. Moi, je l'ai vécu en tant qu'RH, où je me suis sentie isolée à certains moments. Bah, tu vois, je parlais de d'essais de collaborateurs. Je me suis retrouvée face à ça, et où je me suis sentie, mais tellement seule, où je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas échanger avec mes équipes», parce que c'est, voilà, tu as une certaine posture dans notre métier. Je peux pas échanger avec mes pairs parce que je suis la DRH, alors du coup, bah, je suis censée être celle qui tient, on va dire, les rênes, du sujet. Et ben, à ce moment-là, tu vois, j'ai pas eu, et à refaire, je ferais différemment. J'ai pas été suffisamment proactive auprès de collectifs de pairs RH, par exemple. Et là, aujourd'hui, je suis dans plusieurs associations, notamment la NDRH, mais ou dans certains clubs RH, parce que chacun dans nos métiers, et c'est vrai pour des managers, c'est vrai pour tout type de métier, en fait, hein. On a tous, il existe à peu près sur tous les types de métiers des collectifs de ce type-là, de pouvoir s'entourer de personnes
avec qui comment dire, on parle le même langage et où on se comprend dans le quotidien et où on peut parler de façon libre et neutre en fait. On peut mettre sur la table nos difficultés, nos peurs, voilà, nos côtés positifs aussi, nos succès aussi. Mais voilà, dans ces situations-là où on se dit: «Mon conjoint, en fait, il comprend pas forcément ce que je vis parce que, voilà, on est sur un métier différent, parce que, les enjeux sont pas les mêmes et cetera» et ça, c'est pour moi, c'est primordial, et de pouvoir offrir aussi, finalement aux collaborateurs dans l'entreprise des espaces de ce type-là, c'est central. Tu vois, on parlait, par exemple des aidants. Moi, j'avais mis en place, dans ma dernière, structure, des groupes de parole entre aidants. Parce que en fait, peu importe le métier, pour le coup, là, c'est vraiment une situation personnelle qu'ils vivent où, ils arrivent à partager des choses, en totale liberté, si tu veux et voilà, sans filtre et ça fait un bien fou, en fait. Émotionnellement parlant et personnellement parlant, c'est central et ça, vraiment, je trouve que quand on est, je parlais tout à l'heure de la machine à laver, un peu la tête dans le guidon, quand on est dans notre job depuis plusieurs années et cetera, on prend pas le temps de faire, ce pas de côté donc mon premier conseil, ce serait ça, de voir dans quelle mesure, par rapport à notre spécificité, notre métier, notre situation personnelle, on peut, trouver des ressources, des cercles de ressources de ce type-là. Après, je suis un peu, subjective parce que sur, cette partie intelligence émotionnelle, enfin moi j'ai adoré le bouquin de Daniel Goleman, sur l'intelligence émotionnelle. Bon, il est un peu épais, mais je trouve que c'est un ouvrage qui est très intéressant et qui permet justement de mettre le doigt sur ce que c'est, comment ça fonctionne et puis d'avoir une première vision de comment ça marche et à quoi ça peut servir en fait, à titre perso et pro d'ailleurs. Donc voilà et puis après moi ce que je conseillerais aussi, en termes de ressources, moi je suis quelqu'un de très curieuse donc je m'intéresse à beaucoup de choses et aujourd'hui on a la chance, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir, des podcasts, des outils, des webinaires, des ressources en fait à disposition sur les sujets qui nous intéressent et notamment sur tout ce qui est, difficultés, deuil et cetera. Il existe plein de choses, et pour moi, ce qui fait la richesse et on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est la diversité aussi, des ressources et des canaux. Donc c'est, voilà, échanger, être dans des groupes, pouvoir écouter que ce soit de l'individuel avec des podcasts, soit participer à des événements. Moi, je participe à énormément d'événements aussi en local. Il y a plein de choses qui se passent, en fait, quand on commence à sortir un peu de sa grotte et à regarder ce qui se passe autour de soi, on rencontre des gens extraordinaires, ça nous fait grandir en fait. Donc moi je pense que pour, justement, accompagner ces sujets qui peuvent être un peu, tabous et qui peuvent être, complexes, c'est hyper important de voilà, de diversifier, de s'ouvrir et d'aller, de sortir de notre zone de confort en fait. Clairement. Mais je retrouve encore une fois cette idée d'être ensemble, d'aller vers les autres. Enfin voilà, je pense qu'en fait, c'est un sujet sur lequel on se sent terriblement isolé et pas du tout outillé. Et ben, quitte à pas être outillé, bah, essayons de l'être ensemble, outillons-nous ensemble et finalement on sera plus fort parce que ton prisme plus le mien, même si on dit exactement la même chose, on aura chacun une couleur et toi tu iras toucher des personnes et moi j'irai en toucher d'autres. Et donc ce qui fait que, ben, en fait, il y a pas de petits pas à mes yeux, c'est chaque pas est bon à prendre et nous permet d'avancer vers plus d'intégration, d'inclusivité, de tolérance, de bienveillance, d'échange, de dialogue, pour reprendre encore une fois ce sujet de cette année. Je voulais vraiment te remercier parce que, à mes yeux, bah voilà, je parlais de petits pas, mais c'est pour moi un pas, une graine d'avoir fait cet épisode avec toi, de pouvoir sensibiliser, parce que pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, sensibiliser autant les collaborateurs, collaboratrices, les RH, les managers, les chefs d'entreprise. Et si vous nous écoutez et que vous vous dites, ben tiens, moi je vis un deuil peut-être dans mon entreprise et je me sens pas pris ou prise en considération, ben pourquoi pas rien que de partager cet épisode, par exemple. Et ben, on n'est pas obligé de le faire en direct et en frontal et de dire à son manager, regarde, ça c'est ce qu'il te faut. Bon, c'est peut-être un petit peu frontal. Parfois, quand on est en colère, on peut le faire. Mais rien que de le partager, ça peut déjà mettre la puce à l'oreille. Ou à l'inverse, si vous êtes un collaborateur et que vous savez qu'un autre collaborateur ou collaboratrice dans l'entreprise vit un deuil, bah tiens, j'ai écouté cet épisode, bah ça m'a peut-être donné envie de venir te parler. Alors je suis désolée d'avance si je le fais peut-être pas bien et tout, je fais au mieux, mais tiens, j'aimerais bien en parler avec toi. Est-ce que peut-être tu nous trouves soutenants ou pas? Et ça, que ce soit en tant que collaborateur, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise. Et c'est déjà des petits pas qui permettent de faire changer les choses à un niveau
individuel, à un niveau plus collectif pour soi et qui potentiellement ira vers un aspect d'autant plus systémique et un aspect beaucoup plus social pour que demain la société soit avec une vision de la mort qui soit plus douce, plus apaisée. Ça ne veut pas dire plus simple à vivre, encore une fois, mais plus apaisée, plus douce, plus sereine. Est-ce qu'il y a des choses, Léna, qu'on n'a pas abordées et que tu aimerais mentionner avant de conclure cet épisode ensemble? Alors, on a abordé pas mal de choses, mais c'est vrai qu'en synthèse, moi, ce que je voulais partager, c'est que, il faut sortir effectivement de la stigmatisation un petit peu du «deuil» entre guillemets et de pouvoir, s'ouvrir justement aux perceptions différentes, et à la façon dont les personnes peuvent vivre les choses en fait différemment et ça pour moi c'est central. C'est-à-dire que souvent on fait un copier-coller de la façon dont nous, en fait, on réagirait, dont nous on aimerait, être accompagnés et souvent on réagit comme ça, en disant, «J'aimerais que, on fasse ça avec moi». Et en fait non, il faut savoir qu'on est, tous différents et chaque personne a des besoins différents et donc c'est se remettre en question en disant: «OK, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça avec moi, mais peut-être que la personne en face, c'est pas du tout ce dont elle a besoin en fait». Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on casse dans nos croyances et dans nos modes de fonctionnement et j'aimerais juste ouvrir à la fin de cet épisode sur ça, de dire, bah, peut-être se challenger chacun individuellement et collectivement sur notre façon de faire en se disant, comment est-ce que, finalement on peut faire autrement pour que répondre aux besoins de l'autre, en fait? Exactement et moi, j'ai même envie de pousser parce que je vois déjà certains qui se disent: «Bah, non, mais il y a personne en deuil, autour de moi». Prenez la notion du deuil au sens large. Je suis convaincue que ce soit dans votre entreprise ou que ce soit dans vos proches, vous avez au moins une personne qui est en train de vivre une situation difficile ou une situation de vulnérabilité. Rien qu'une amie ou un ami qui est, un petit peu en bisbise avec son conjoint ou sa conjointe, ça en fait partie et plutôt que d'être dans le côté solution, exactement comme tu disais, bah, moi je voudrais ça, donc ça doit être la solution pour l'autre. Tiens, si j'allais lui demander, si je me mettais à l'écoute à son niveau et de savoir de quoi tu as besoin. Et rien que ça, c'est aussi un entraînement, pour reprendre l'idée du muscle tout à l'heure dont on parlait avec le quotient émotionnel, ben c'est un entraînement. Et justement, en s'entraînant peut-être avec des proches sur des sujets qui sont moins tabous, moins difficiles, mais qui font peut-être davantage partie de notre quotidien, en tout cas qui sont davantage acceptés dans notre quotidien et dans nos discussions, et ben ça permet un pas après l'autre d'aller vers ça. Donc merci beaucoup pour cette ouverture que je trouve très pertinente. J'aime bien finir sur des appels à l'action et celui-là, je le trouve engageant et je le trouve en même temps, d'une certaine manière simple avec des guillemets bien sûr, mais à réaliser, à mettre en place. Donc vraiment, merci beaucoup Léna. Est-ce qu'il y a une petite phrase de conclusion que tu veux nous apporter? Bah, merci beaucoup Charlène en tout cas parce que je trouve que c'est un sujet qui est, peu abordé. J'ai beaucoup apprécié en fait parler de ce sujet-là avec toi parce que, ça casse un peu les codes et je trouve que voilà dans un système où on a envie de faire évoluer les choses et à faire bouger les lignes, c'est super. Donc merci vraiment pour, ce podcast qui est vraiment, top. Merci beaucoup. Bon, bah, merci parce que voilà, sans ton expertise, c'est quand même moins fun aussi, tu vois? C'est pour ça que je partage ces épisodes avec des invités, donc c'est un merci dans les 2 sens. Au plaisir! Merci, au revoir. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?